Bonjour, corrigeons la partie 5 de l'examen du BIA et du CAEA de 2019, Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial. Alors, on va donc corriger les 20 premières questions qui sont communes au BIA et au CAEA, et ensuite les 5 questions complémentaires du CAEA. Alors, question 1. On attribue aux Chinois l'invention d'un engin volant plus lourd que l'air, qui est la lanterne céleste, le cerf-volant, le ballon dirigeable, le ballon à gaz. La réponse est dans la question, hein. Donc, on vous dit plus lourd que l'air. Donc, la lanterne céleste, eh ben, elle s'élève dans l'air, donc elle est plus légère. Le ballon dirigeable, c'est la même chose. Le ballon à gaz, c'est la même chose. Donc, c'est le cerf-volant, forcément. Il n'y a que le cerf-volant qui fonctionne. Réponse, bravo. Plus d'informations dans le briefing Hôtel 02. Ensuite, question 2. Léonard de Vinci a envisagé un modèle de parachute composé d'une voilure tournante en plume d'oiseau, en forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire, comportant 4 vis d'Archimède de forme hémisphérique. C'est évidemment la réponse B, bravo, en forme de tente à face rectangulaire ou triangulaire. Ensuite, donc plus d'informations dans le briefing Hôtel 02. Et vous aurez d'ailleurs un lien vers des tests qu'ils ont fait. On n'est pas des cobayes qui ils ont tenté de faire d'utiliser ce parachute en forme de pyramide. Voilà. On continue avec la question 3. La première ascension en ballon gonflé à l'air chaud en 1783 est effectuée par Clément Ader, Charles Lindbergh, Pilâtre de Rosier le marquis d'Arlande, Gaston Tizandier. Évidemment, réponse Charlie, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande. Plus d'informations dans le briefing Hôtel 03, où vous verrez que le détail de ce qui s'est passé en 1783 avec le premier vol non libre en septembre, en octobre le premier vol libre avec des animaux, en novembre le premier vol libre avec des personnes, hein, donc Pilâtre de Rosier et Marquis d'Arlande, et en décembre, le premier ballon à gaz de la première charlière, d'accord. Sachant que tout avant, c'était des montgolfières, hein, des ballons, des ballons à air chaud. Voilà. Donc, briefing Hôtel 03. On passe à la question 4. À la fin du 19e siècle, le pionnier du vol plané, qui est à l'origine de nombreuses expériences en situation réelle, est Orville Wright, Wilbur Wright, Louis Blériot, Otto Lilienthal. C'est évidemment réponse Delta, Otto Lilienthal, qui a fait plus de 2000 vols hein, avec des planeurs de sa propre fabrication, hein. Il sautait d'une colline à chaque fois et il a testé comme ça plusieurs planeurs jusqu'au dernier hein, qui lui a été fatal. Et c'était donc à la fin du 19e siècle. Vous aurez plus d'informations dans le briefing Hôtel 06. Voilà. Ensuite, on continue avec la question 5. En 1901, Santos Dumont effectue une démonstration de navigation aérienne. Son exploit consiste à contourner la Tour Eiffel en ballon dirigeable, faire le tour de Paris avec un ballon à air chaud, parcourir une distance de 10 km contre le vent en ballon dirigeable, rejoindre son aire d'envol après un vol de 24 heures en ballon à gaz. C'était en dirigeable, et d'accord que Alberto Santos Dumont avait fait sa démonstration de navigation aérienne, hein, qui lui avait donné un prix d'ailleurs, qui avait une petite contestation d'ailleurs sur la durée de son vol et tout ça, parce qu'il était parti du parc de Saint-Cloud. Enfin, vous aurez plus d'informations donc dans le briefing Hôtel 04 ou même sur Internet, hein, vous cherchez dans Wikipédia et tout ça. Voilà. Donc, briefing Hôtel 04. Réponse alpha, contourner la Tour Eiffel en ballon dirigeable. On continue avec la question suivante, qui est la question 6. Le premier modèle d'hydravion autonome décolle de l'étang de Berre en 1910. Il est piloté par Gabriel Voisin, Henri Fabre, Charles-Alphonse Pénaud, Jean-Marie Lebris. C'est évidemment Henri Fabre, d'accord. Henri Fabre, en 1910 sur l'étang de Berre, près de Marseille. Voilà. Donc plus d'informations dans le briefing Hôtel 08. Et enfin, la dernière question de cette première page. Lors de la Première Guerre mondiale, le Fokker DR-1 de l'as allemand Manfred von Richthofen était un monoplan, un biplan, un triplan, un avion à empennage canard. C'est évidemment la réponse Charlie, un triplan, d'accord. Des DR1, DR1, ça veut dire Dreidecker, DR. Dreidecker, ça veut dire trois couches, d'accord. Donc trois ailes, d'accord. Donc c'était un triplan. Voilà, le triplan rouge bien connu hein, du Baron Rouge. Voilà. On continue avec la question 8 sur la deuxième page. Alors, le récit de Pierre Klostermann, as français de la Seconde Guerre mondiale, s'intitule Terre des hommes.
Le Grand Cirque, Vol de nuit, Le Petit Prince. C'est évidemment Le Grand Cirque. Réponse bravo. Donc, plus d'informations. Ah oui, plus d'informations avant pour le Manfred von Richthofen, c'était Hôtel 11, d'accord. Et là, c'est donc Hôtel 18 pour l'as français de la Seconde Guerre mondiale, donc Pierre Klostermann, d'accord. Terre des hommes, Vol de nuit, Le Petit Prince, tous ces récits ou ces contes, hein, parce que Petit Prince c'est un conte, sont de Antoine de Saint-Exupéry, d'accord. Et donc et puis après, à part Pierre Klostermann et Saint-Exupéry, vous n'avez pas besoin de connaître d'autres références littéraires pour au niveau du BIA, d'accord. Après on a mes vols de non mais on va pas rentrer dans le voilà, je vais rester sur ça. Donc Le Grand Cirque, c'est Pierre Klostermann. Et tous les autres livres, c'est Saint-Exupéry, d'accord? Niveau BIA. Voilà. On continue avec la question numéro 9. En 1907, une machine à deux rotors s'élève de 1,5 m, marquant ainsi la naissance de l'hélicoptère. Son inventeur s'appelle Paul Cornu, Louis Blériot, Marcel Dassault, Pierre Latécoère. Évidemment, la réponse alpha, Paul Cornu, d'accord. Pour mémoriser ça, on imaginait avec un casque de viking, pour savoir qu'il est français, avec des cornes, deux cornes, hein, de chaque côté, parce qu'il y avait deux rotors, voilà. Donc, et cornu pour se souvenir que c'est cornu. Et les cornes pour se souvenir que c'est cornu. Et ensuite, sur le premier rotor, on avait un zéro qui tournait pour se rappeler que c'était. Voilà, donc on le voyait tourner très vite. Le deuxième rotor, on le voyait tourner moins vite. C'était comme une serpette en forme de 7 qui tournait. Donc, ça nous fait le 0,7. D'accord. Et là, on mémorise tout. Pour vous rappeler cette petite scénette, vous avez le briefing, la vidéo du briefing Hôtel 07. On continue avec une question un peu difficile, hein, qu'on n'avait pas vue en briefing. Un as de la Première Guerre mondiale a laissé son nom à une manœuvre acrobatique destinée à inverser rapidement la direction du vol. Il s'agit de René Fonck, Georges Guynemer, Charles Ningesser, Max Immelmann. Donc c'est Max Immelmann, hein. Faire un Immelmann, c'est donc faire cette manœuvre acrobatique qui consiste à monter, à se retourner pour changer donc la direction du vol. Voilà. Donc, si vous voulez lire plus d'informations sur revoir plus d'informations sur cette époque-là, briefing Hôtel 11. Et la question suivante, difficile aussi. Hein, donc, à chaque fois, on a deux questions difficiles pour vraiment environ, hein, pour vraiment distinguer ceux qui méritent la mention très bien et de ceux qui, bon, voilà, qui méritent la mention bien quand même, voilà, mais qui ont moins creusé les questions. Voilà. Donc, vers 1914, Laurence Sperry met au point le manche à balai, le train d'atterrissage rentrant, le siège éjectable, le premier pilote automatique. C'est évidemment la réponse Delta, le premier pilote automatique. Plus d'infos dans le briefing Hôtel 08. On continue avec la question 12. La question 12. Dès novembre 1918, profitant des avancées techniques issues de la Grande Guerre, Pierre Latécoère fonde l'Aéropostale. Elle a pour but de développer les lignes aériennes vers les pays nordiques, l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, l'Asie. C'est évidemment l'Afrique puis l'Amérique du Sud, hein, le Natal, tout ça. Donc on a la traversée de l'Atlantique Sud et ensuite on va jusqu'en bas de l'Amérique du Sud, d'accord. Et donc plus d'informations dans le briefing Hôtel 12. Et donc la bonne réponse est la réponse bravo. Ensuite, question 13. Entre les deux guerres, l'aviation de transport connut un formidable essor grâce au DC-3 fabriqué par les établissements Douglas, USA. Cet appareil était également désigné Super Constellation, Comet, Dakota, Beechcraft. Donc c'est le Dakota. Hein. Dakota, c'est un État américain. On lui a donné ce nom pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des Dakota qui ont largué les troupes lors du débarquement. D'accord. Donc c'est la réponse Charlie, Dakota, et plus d'informations dans le briefing Hôtel 15. Et avant, pour l'aéropostale, c'était briefing Hôtel 12. Et puis, vous pouvez regarder aussi le briefing Hôtel 11 et Hôtel 13. Voilà. Ensuite, question 14. Ah oui, tiens, il met courrier là. Question 14. Arrivé trop tardivement, le moteur à réaction n'a pu renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale. Un chasseur à réaction avait néanmoins été utilisé au combat. Il s'agit du Messerschmitt 262, du ME 262 de Messerschmitt, du P51 Mustang de North American, du D520 de Dewatin, du Zero de Mitsubishi. Donc c'était effectivement le premier moteur à réaction, c'était les Allemands, d'accord, et c'était le Messerschmitt 262 de réponse alpha.
plus d'informations dans le briefing Hôtel 17. On passe à la page suivante. La question 15. Il a développé les premières fusées modernes et a participé au programme de la NASA. Il s'appelait Werner von Braun, Konstantin Tsiolkovsky, j'ai toujours du mal, Eugène Goddard ou Octave Chanute. C'est évidemment Werner von Braun, d'accord, qui a travaillé sur les V2 et qui ensuite a rejoint le programme Apollo de la NASA, d'accord. Donc réponse alpha. Et plus d'infos dans le briefing Hôtel 23. Question 16. La première mise en orbite par les soviétiques d'un satellite artificiel dénommé Sputnik eut lieu en 1946, 1957, 1965, 1968. Donc, c'est en 1957. Donc, vous vous rappelez, comme le repère qu'on avait pris, c'était l'année de. Donc, tout le monde sait qu'en 1969, on a marché sur la Lune. Donc, la conquête de la Lune, c'était à partir de 1961. C'est là vraiment où les Anglais, où les Anglais, où les Américains ont été piqués au vif par. Et en fait, ça avait commencé un petit peu avant, avec en 57 le premier Spoutnik, et ensuite on a eu la chienne Laika, et on a eu, et c'est quand en 61 on a eu Gagarine qui est parti faire ses premières révolutions autour de la Terre, que Kennedy a lancé le programme Apollo pour de conquête de la Lune. Voilà. Donc c'est 57, le repère c'est juste un peu avant 61, d'accord. Et là, donc vous trouviez la réponse. Plus d'informations dans le briefing Hôtel 24. Et d'ailleurs, pour les deux autres questions qui suivent, c'est pareil. On continue toujours. On était en 2019, donc on a eu plein de questions sur la Lune, forcément sur cette époque-là, d'accord, vu que c'était le 50e anniversaire. Ensuite, question 17. Le programme final qui a permis à la conquête de la Lune, par les Américains s'appelle Mercury, Soyouz, Gemini, Apollo. C'est évidemment Apollo, donc le programme Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13, voilà. Et donc plus d'infos sur ce programme Apollo dans le briefing Hôtel 24 et sur la course à la Lune en général. Question numéro 18. Une mission spatiale américaine a failli connaître un destin tragique par suite d'une explosion accidentelle. Cette mission, qui s'est finalement bien terminée, est racontée dans le film Star Wars de George Lucas, Apollo 13 de Ron Howard, Les survivants de Frank Marshall et Le jour le plus long d'Daryl Zanuck. Alors c'est Apollo 13, d'accord, c'est de Ron Howard, donc c'est dans la suite des programmes Apollo, d'accord. Donc on a eu le 11 qui s'est bien passé, on a marché sur la Lune, et puis on a eu le 12, le 13, voilà. Et donc, si vous voulez revoir cette époque-là, donc le briefing Hôtel 24, quoi. Donc, bon, la bonne réponse, c'est la réponse bravo. Voilà, on continue avec la question 19. Alors, en 2016, l'avion Solar Impulse 2 a bouclé le premier tour du monde aérien sans consommer de carburant fossile, sans aucun pilote à bord, en moins de 80 jours, en une seule étape. C'est évidemment la réponse alpha, sans consommer de carburant fossile. Vous avez l'indice pratiquement dans le nom dans l'énoncé. Donc on vous dit Solar Impulse, donc vous imaginez bien que ce sont avec des capteurs solaires, d'accord, avec des cellules photovoltaïques des cellules qui utilisent l'énergie du soleil sur l'aile, d'accord. Et sans aucun pilote à bord, c'est pas possible, c'est un avion. Donc si c'est un avion, c'est pas un drone. Donc il y a forcément un pilote à bord, voilà. Et d'ailleurs, le pilote à bord, un des pilotes qui se relayait, c'était Bertrand Piccard, qui a aussi fait le premier tour du monde en ballon, d'accord. Le premier tour du monde en ballon en 1999. D'ailleurs, le petit-fils d'Auguste Piccard, qui a servi d'exemple, de modèle pour le professeur Tournesol dans Tintin, d'accord. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Et ensuite, donc plus d'informations dans le briefing Hôtel 22. Et enfin, question numéro 20. Parmi ces fusées, celui qui a inspiré Hergé pour les aventures de Tintin, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, et la fusée, donc on n'en sort pas de Tintin, c'est la fusée V2. C'est la fusée V2. Vous pouvez voir la photo dans le briefing Hôtel 23. D'accord. C'est la réponse Charlie V2. Voilà, on va attaquer les questions du CAEA spécifiques. Voilà. Donc, question numéro 1. La compagnie des aérostiers, première unité aérienne du monde, s'est illustrée en utilisant des ballons d'observation en 1789 lors de la prise de la Bastille, en 1794 lors de la bataille de Fleurus, en 1805 lors de la bataille d'Austerlitz, en 1930 lors de la révolution des Trois Glorieuses. La bonne réponse, c'est la réponse bravo, en 1794 lors de la bataille de Fleurus. Pour revoir un peu cette époque-là, vous pouvez regarder le briefing Hôtel 03. Question numéro 22.
La mise au point de l'autogire est due à Paul Cornu, Juan de la Cierva, Igor Sikorsky, Raoul Pateras Pescara. Je connais pas. Alors, donc Paul Cornu, on l'avait vu tout à l'heure, c'est lui qui a, qui a fait voler le premier hélico, d'accord, mais ce n'est pas donc un autogire, c'est Juan de la Cerva, d'accord. Et cette question, elle est tombée parce qu'en fait, c'était le 20e anniversaire, hein, l'anniversaire en 2020, voilà. Donc, on l'avait vu d'ailleurs dans le briefing spécifique aux anniversaires, le briefing Hôtel 28, voilà, la vidéo Hôtel 28. Et sinon, vous pouvez aussi voir tout ce qui est autogire, tout ça dans le briefing Eco 08 et donc sur les ULM, et aussi un peu cette époque-là dans le briefing Hôtel 15. Donc la réponse, bravo, Juan de la Cierva, l'espagnol. Question numéro 23. L'ancêtre du simulateur de vol était destiné aux pilotes des avions Antoinette en 1910. Il était fabriqué à partir d'un tonneau de vin scié en deux et réassemblé à l'envers, taillé dans un tronc d'arbre et vidé et posé sur des rondins, composé de deux bicyclettes assemblées à angle droit, fabriqué à partir d'une cage suspendue à un câble et mise en mouvement par des cordes. C'est la réponse alpha. Fabriqué à partir d'un tonneau de vin scié en deux et réassemblé à l'envers. Donc, cette époque-là, vous pouvez la revoir avec le briefing Hôtel 08. Ensuite, question 24. Le Bell X-1 fut construit pour servir d'avion espion au-dessus de l'URSS, explorer la stratosphère, dépasser la vitesse supersonique en vol horizontal, valider le concept d'avion de combat à réaction. C'est évidemment dépasser la vitesse supersonique en vol horizontal. D'ailleurs, c'est un peu d'actualité maintenant parce que c'est Chuck Yeager qui avait dépassé qui avait passé le mur du son en premier donc sur le Bell X-1, et Chuck Yeager est décédé en décembre 2020. Voilà. Et donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà, donc on est début 2021, voilà. C'est donc quelque chose d'actualité qui pourrait tomber à l'examen 2021. On verra. Voilà. Donc, plus d'informations sur cette époque-là, sur cette période-là, dans le briefing Hôtel 19. Enfin, dernière question. Le spationaute français Thomas Pesquet a rejoint la Station spatiale internationale avec la mission qui porte le nom de la constellation Proxima. Cette mission consiste à observer la surface de l'exoplanète Proxima b de la constellation du Centaure, survoler la Terre sur la plus basse orbite possible, battre le record de durée en apesanteur, effectuer des dizaines d'expériences scientifiques, techniques et médicales. Donc, c'est évidemment la réponse delta, effectuer des dizaines d'expériences scientifiques, techniques et médicales, d'accord. Donc, on ne peut pas observer la surface de l'exoplanète Proxima b de la constellation du Centaure. Proxima du Centaure, c'est à à plusieurs années-lumière hein, de la Terre, donc c'est pas possible. Survoler la Terre sur la plus basse orbite possible, ça n'a aucun intérêt, même si l'orbite, effectivement, les orbites de l'ISS, l'orbite est assez basse, hein, les orbites, c'est quelques centaines de kilomètres, hein, les orbites des stations spatiales internationales, ce ne sont pas des satellites géostationnaires, hein, on n'est pas à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, hein, on est à quelques centaines. Voilà. Et battre le record de durée en apesanteur, ben non, il a fait 6 mois comme tout le monde. Hein, voilà. En 2017, il a fait 6 mois comme tout le monde. Par contre, il y retourne en 2021 et comme commandant de bord de l'ISS. Voilà. Plus d'informations dans le briefing Hôtel 27.